On parle beaucoup de langue française ces temps-ci avec l'histoire d'Adidas, avec Jean-François Lisée à la période de questions qui dit qu'il était écœuré de se faire accueillir par des bonjour, hi dans les commerces. Là, on dit que le français comme langue de travail, rien ne va plus. Quoi? Bof. Vraiment, c'est ça? OK. Non, mais qu'il y a des problèmes, là, qu'il y a des problèmes. Écoute, il y a beaucoup d'immigrants qui disent que si tu parles anglais, tu as une job. Si tu parles pas anglais, mettons, tu parles rien français, mais pas anglais, tu as de la difficulté à trouver une job à Montréal, surtout. On va parler de tout ça, on va démêler tout ça. Puis quelque chose me dit qu'on sera pas d'accord, Joe puis moi, là-dessus. Avec Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour. Bonjour, Aïe. Bonjour. Bonjour, Aïe. Non, c'est une blague, M. Bouchard. Ça, là, en fait, elle est très bonne, votre blague. Fait que, voilà, faut en rire. Mais non, mais M. Bouchard, tu sais, moi, je suis de ceux, puis on a déjà parlé ensemble, vous et moi, je suis pas catastrophé, je suis pas fataliste et tout ça, mais je dois reconnaître que si je vais à Montréal puis je me fais accueillir par un bonjour, aïe, je me dis, il me semble, on va pas juste dire bonjour, puis si la personne apprend en anglais, s'adapter, là, tu sais. Vous voulez que je réagisse à ça? Non, mais d'emblée, je vous dis que j'ai tendance à être d'accord avec ça. OK. Eh bien, regardez, ce qui est en train de se passer là à Montréal, c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal? Ben, ça fait 25-30 ans que l'élite canadienne-française, ou si vous préférez les Canadiens français en poste d'autorité, que ce soit à la tête d'un organisme, d'un OSBL, d'une institution financière, d'une compagnie, ou dans certains médias, dans le fond, ont abandonné ce dossier linguistique. Get over it, qu'ils disent depuis 30 ans. Et donc, la conséquence de ça, c'est que finalement, on est en train de revenir tranquillement, pas vite, avec la grosse anglaise de chez Eaton qui allait dire « speak white ». Là, la grosse anglaise de chez Eaton était un petit francophone. L'affaire d'Adidas, vous trouvez pas que c'est une anecdote? Oui, c'est fâchant. Le gars est visiblement un tweet. Je pense pas qu'il parlait au nom d'Adidas. C'est rien que lui, c'est un crétin. Mais bon, ça c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Mais bon, on en a fait tout un plat alors que c'est peut-être une anecdote. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr que c'est une anecdote. L'affaire, c'est que la raison pour laquelle les gens commencent à en faire un plat, c'est qu'il y a une succession d'anecdotes. À un moment donné, une succession d'anecdotes, ça fait une grosse histoire. Puis l'histoire, elle commence à s'écrire en plusieurs volumes. Et c'est là qu'on en est rendu. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi, ben oui, c'est anecdotique. Chaque petit geste isolé de recul du français ou de choses qu'on se dit ça n'a pas d'allure, évidemment que c'est anecdotique. Mais c'est quand tu prends tous ces bouts-là et tu les entends, tu te dis, OK, il y a un problème. Et c'est pour ça que les gens commencent à se réintéresser au dossier linguistique. Parce qu'il y a 10 ans, ce qui s'est passé chez Adidas, personne en aurait parlé. Même la majorité des journalistes et des chroniqueurs auraient dit, hey, on passe à d'autres choses, il y a des choses plus importantes que ça. Et là, tranquillement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se réintéresser au dossier linguistique, qui sont intéressés à discuter du dossier. Ils sont peut-être pas intéressés nécessairement à agir. On n'était pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance, mais on est d'accord sur une chose. Il y a une anglicisation au Québec à plusieurs niveaux. Mais en même temps, M. Bouchard, si on compare là, à l'époque là, du Speak White, je lis un extrait pour rafraîchir la mémoire à nos auditeurs. Là. Speak White, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak White and loud. Mais c'est un beau poème quand même. Là. C'est un beau poème. Oui, non, mais absolument, je ne veux pas dire le contraire. Oui. Mais à cette époque-là, c'était ça. C'était les big boss qui parlaient en anglais avec la petite main-d'œuvre canadienne-française qui se faisait taper dessus. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'on est en train de revenir là? Savez-vous ce qui est encore pire? C'est que ce sont des Canadiens-Français qui maintenant imposent ce genre de choses-là. Encore une autre anecdote. Parlons d'anecdote. J'ai une amie qui fait livrer son épicerie. Elle reste dans le coin de Rosemont. Elle appelle à l'épicerie, elle commande en ligne, puis la personne qui arrive n'est pas capable de lui parler en français. Bon, c'est sûrement quelqu'un qui vient de l'Inde, qu'elle me dit, est incapable de lui parler. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait plusieurs plaintes à l'OQLF, finalement, évidemment, sans réponse. Le fisc et l'école de langue française pour les auditeurs. Puis elle appelle le commerçant. Puis là, le propriétaire de l'épicerie dit, ouais, mais nous, on est sous-traité à une compagnie pour nos livraisons.
Fait qu'elle dit, OK, je vais appeler la compagnie. Et qui est le patron de cette compagnie-là? Un bon Canadien français. Ce Canadien français-là, il dit, ouais, ben là, parce que au salaire où je paye les gens, il n'y a personne qui veut, il n'y a pas personne qui veut, c'est juste des immigrants qui vont venir. Donc là, elle leur dit, bon, mais parfait, s'il y a juste des immigrants, est-ce que vous leur exigez, ces immigrants-là, qui aient un permis de conduire? Ben oui, madame. Est-ce que vous leur exigez que les commandes arrivent dans un temps précis? Ben oui, madame. Donc, le Canadien français met plein d'exigences, mais le Canadien français, qui est à la tête d'une compagnie, n'exige pas qu'une connaissance minimale. Là. Tu sais, là, tu viens porter un épicerie, là, tu te dis, tu sais, 223, merci, bye. Donc, c'est le Canadien français. Mais Éric Bouchard, Monsieur Bouchard, je comprends, mais vous le voyez comme moi, il y a une pénurie de main-d'œuvre, là. Ils ont de la misère à embaucher. Je veux dire, quand quelqu'un veut avoir une job, mettons, travailler dans un dépanneur ou ils sont tellement contents de pouvoir embaucher quelqu'un que le fait qu'il parle français ou pas passe en deuxième plan. Mais donc, le fait d'avoir un permis de conduire ou pas, c'est pas ça en deuxième plan. Toutes les autres exigences pour travailler, ça, on les remplit. On est un bon employeur, on ne veut pas se faire taper ses doigts par la CSST ou par tout autre ordre gouvernemental par la police. Mais la question du français, on se dit, c'est secondaire. Savez-vous ce qu'ils disent? En plus de ça, les Canadiens français disent, de toute façon, les autres Canadiens français ne se plaindront pas quand ils vont recevoir leur service en anglais. Et c'est ça qui arrive depuis 25-30 ans. C'est qu'il y a des leaders, tu sais, il y a des personnes en poste d'autorité qu'on regarde dans notre société, puis les immigrants les regardent, puis les anglophones les regardent, puis là, on regarde ça, ce comportement-là, puis on se dit, mais si ceux qui sont à la tête de la société, qui sont des francophones, se disent que c'est pas si important que ça, le français, pourquoi nous, on irait se battre? Pourquoi moi, je me chicanerais avec mon dépanneur chinois pour exiger d'avoir mon paquet de gomme en français? Si bol, c'est facile d'avoir son paquet de gomme, puis on devient de plus en plus bilingue comme société. Et donc, je donne un exemple, et là, je vous ai parlé d'anecdote, mais là, c'est pas anecdotique. Quand le mouvement Desjardins bilinguise l'ensemble de son service à la clientèle, puis qu'il y impose le Press 9 à tout le monde, hey, Desjardins, là, ils ont fait de l'argent avec les francophones. C'est avec ceux qui sont mis riches. Là, aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des francophones bilinguisent l'ensemble du service à la clientèle parce qu'ils disent, ouais, mais on a peut-être 3-4 Anglais qui connaissent pas le français. Et donc, en faisant ça, ils imposent comme langue de travail l'anglais. Non, mais attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que... Non, mais est-ce que Desjardins a complètement changé son système téléphonique et maintenant il est uniquement en anglais pour accommoder 3-4 anglophones, comme vous le dites? C'est pas uniquement en anglais. Ils bilinguisent l'ensemble. C'est-à-dire que quand tu appelles chez Desjardins, le problème, c'est que est-ce qu'on a besoin... Si vous êtes un anglophone, anglophone, puis vous avez de l'argent, venez pas la placer chez nous. Non. Vous allez appeler, puis non, le service en anglais, c'est pas une bonne nouvelle. Je fais le corollaire. Aller n'importe où, aller en France, aller en Italie, aller à Toronto, la langue sur le territoire, là, ils commenceront pas à bilinguiser, une banque ne commencera pas à bilinguiser l'ensemble de son service, juste parce qu'il va peut-être y avoir 3-4 personnes qui parlent anglais qui vont venir, ou 3-4 francophones. Pensez-vous qu'en Alberta, ils bilinguisent l'ensemble du système téléphonique parce qu'il y a des francophones en Alberta? Avez-vous déjà fait des enregistrements de messages téléphoniques pour une entreprise? C'est une affaire d'à peu près 1 avant-midi. Là. Tu donnes les phrases à la personne. Il y a des gens qui sont payés pour ça, des pigistes. À tape tes phrases, puis après ça, ils les mettent dans le système. Là. On parle de peut-être 1 avant-midi de travail. Là. C'est pas comme si on disait Desjardins vient de consacrer 600 heures puis 400 emplois à rendre bilingue son système téléphonique. Ben oui, ils le font. Parce que si tu veux travailler chez Desjardins, si tu veux travailler au service de la clientèle, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on veut absolument que tout le monde soit parfaitement bilingue. Parce qu'on veut, pour quelques anglophones, qui connaissent déjà le français, être sûr de leur donner un service à la clientèle en anglais. Pas tout le monde. S'assurer qu'il y a des gens qui peuvent répondre. Il y a seulement 5% des Québécois qui ne connaissent pas le français. Puis parmi ceux-là, c'est beaucoup des immigrants qui sont arrivés. Il y a 200 000 immigrants sur le territoire québécois qui n'ont aucune connaissance du français. La plupart des gens qui ne connaissent pas le français, c'est pas des anglophones. Puis le mythe de l'anglophone qui ne sait pas parler français, ça n'existe plus. Les anglophones savent maintenant parler français. Alors, pourquoi on bilinguise, qu'on met de l'argent pour bilinguiser, pour former des gens, pour qu'ils puissent travailler en anglais, pour faire tous les formulaires, faire tout le système informatique, tout le site web. Ça s'appelle bilinguiser une entreprise pour aller chercher
quelques dollars de plus. Et ce qu'on dit aux immigrants en faisant ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre le français. Vous n'avez pas besoin parce que vous allez pouvoir fonctionner en anglais seulement. Puis les immigrants le disent. Les immigrants disent, pour avoir une job, il faut que tu parles anglais. Parler français, c'est secondaire. Je peux me trouver une job facilement en parlant seulement anglais. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie? Puis on le sait, là, on fait pas d'enfants. On se base de plus en plus sur les immigrants pour pouvoir renverser la tendance démographique. Donc, puis on leur dit, il y a pas de problème, vous pouvez fonctionner en anglais. Okay, non, mais à ce moment-là, à terme, c'est pas bon. À ce moment-là, je vous pose une question aux deux. On a fait un choix collectivement, comme société, d'à peu près plus faire d'enfants. Je regardais dans les chiffres, il y a quelques dizaines d'années que ça, on avait le moyenne de 4 enfants par famille. On n'a même pas le moyenne de 2 enfants. Quasiment une majorité de familles qui sont monoparentales. Bref, on est à 1,7 enfants par famille. Alors, il faut se tourner vers l'immigration. Quel genre, dans les critères pour sélectionner l'immigration, est-ce que la maîtrise du français doit prédominer sur les capacités, sur le diplôme, sur d'autres éléments comme ça? Est-ce qu'on doit faire comme certains ont l'impression même qu'on a déjà fait un peu dans les dernières années? Est-ce que ce critère-là doit primer sur les autres? Parce que nous, on veut absolument des francophones, quitte à ce que, au niveau des valeurs, ce ne soit pas nécessairement les mêmes que nous, quitte à ce qu'ils ne soient pas formés et qu'ils aillent sur des programmes sociaux et tout ça. Est-ce que vraiment on doit mettre l'accent là-dessus ou on peut pas se dire on va aller chercher la meilleure immigration possible? On va accepter qu'il faut quand même les accommoder dans une certaine mesure et on va faire des efforts. On va quadrupler nos efforts de francisation de nos immigrants. Ça serait pas logique? Bon, je vous réponds à ça en 3 points rapidement. Première des choses, un Pakistanais qui arrive en France, l'aménagement linguistique qui est fait par l'État fait en sorte que le Pakistanais, même s'il vient d'un ancien protectorat britannique, va parler français dans l'espace public. Ce même Pakistanais-là, s'il arrive en Italie, va parler italien. Ce même Pakistanais-là, s'il arrive en Alberta, il va parler anglais. Ce même Pakistanais-là, quand il arrive à Montréal, ne parlera pratiquement pas français dans l'espace public. Pourquoi? Parce que l'État québécois, je reviens à ça, l'élite politique, l'élite économique canadienne-française ne pousse pas pour que l'État aménage linguistiquement l'espace public. Mais le Pakistanais, Éric Bouchard, rapidement, le Pakistanais, est-ce qu'il vient au Québec ou il vient au Canada? Parce que s'il vient au Canada, c'est un pays en grande partie anglophone et c'est le Canada qui le reçoit. Donc, pour lui, dans sa tête, il vient-tu au Québec ou il vient au Canada? À ce que je sache, le Pakistanais, quand il arrive ici, si on finance publiquement un paquet d'institutions publiques de langue anglaise, qu'on surfinance, parce que je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas financer certains établissements de la communauté anglophone, mais si on surfinance, comme on le fait actuellement, les institutions publiques de langue anglaise, bien, on donne un paquet de bons emplois en langue anglaise. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On leur dit, regardez, si vous voulez avoir des bons emplois, vous pouvez aller dans le système anglophone. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le français. C'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y a pas juste une question de fédéralisme, puis d'indépendantisme, puis d'indépendance. OK? Il faut sortir ça de là. Le jour, l'indépendance, là, à un moment donné, adviendra quand les gens vont vouloir. Mais là, actuellement, on n'en est pas là. Donc, pour répondre à la question, toujours, sur la question des immigrants, c'est sûr et certain que l'immigration, il y a 3 façons de voir. Il y a 3 éléments clés. Le nombre, la composition, la francisation obligatoire ou pas. Le nombre, moi, je m'en fous complètement. Le mouvement Québec français, on s'en fout complètement. S'il y avait 80 000 francophones qui arrivaient sur le territoire québécois pendant 10 ans, ce serait 800 000 personnes. On viendrait franciser Montréal en l'espace de 10 ans. Donc, le nombre, c'est pas important, c'est la composition. Donc, dans la composition, est-ce que c'est plus francophone et francotrope ou moins francotrope puis moins anglotrope? Et si c'est moins francotrope puis moins francophone, il faut mettre plus d'efforts sur la francisation. Et ces efforts-là, on l'a vu, le vérificateur général l'a montré la semaine passée, c'est un fiasco absolument total. Total. Ben, c'est ça, on s'entend là-dessus. Sur la francisation, il y a des grosses lacunes, il faut travailler là-dessus. Mais, M. Bouchard, des fois, moi, ce que j'ai de la misère, c'est sur la diabolisation de la langue anglaise en milieu de travail. Il y a une certaine réalité, puis je le sais que les gens comme vous, comme Mathieu Bock-Côté, vous aimez pas ça quand on dit ça, mais il y a une réalité aussi, il y a une langue du travail, puis des fois, d'aller sur le terrain, d'aller au ras les pâquerettes et de voir la réalité du marché du travail, je trouve que ça nous donne une certaine sagesse. Je prends un exemple, un auditeur qui nous a écrit, il dit « Allô, je suis un boucher. Lorsque j'ai suivi mon cours de boucherie à l'école hôtelière de la capitale, on devait apprendre tous les noms de viande en français. C'est comme ça qu'on l'apprenait. Il dit, lorsque je suis arrivé sur le marché du travail, dans les bottins de commande, tout est en anglais. J'étais perdu.
Il y a une réalité là, la même chose pour le mécanicien qui apprend les noms de pièces et tout ça. Il y a une réalité que dans certains milieux, l'anglais a une certaine prédominance. Ça veut pas dire qu'il faut pas être bilingue, mais de maîtriser l'anglais ou d'être capable d'être bilingue au travail, c'est pas une tare. Il n'y a jamais personne. Mais qui dit ça? Il y a juste ceux qui, un peu comme vous, qui sont peut-être moins sensibles, qui disent que ceux qui défendent le français disent que c'est pas important de savoir l'anglais. Il n'y a jamais personne de ceux qui défendent la langue française, qui disent que c'est pas important d'être bilingue. Moi, j'en parle 4 langues. Français, anglais, espagnol, catalan. Okay? Bravo. Donc, moi, j'ai jamais dit ça. Maxime Laporte de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dit pas ça. Puis, je veux dire, Camille Lorrain, à l'époque, lorsqu'il écrit la Charte de la langue française, qui disait dans la politique linguistique qui précédait la loi, il disait, au Québec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le français devienne la langue commune par notre intervention étatique. Mais ce qu'il voyait, puis il voyait la mondialisation venir, il disait qu'il va falloir que les Québécois apprennent une autre langue, notamment l'anglais. Et donc, la personne qui est le cerveau de la Charte de la langue française, il disait, au Québec, ça va se passer en français, mais c'est sûr et certain qu'on va être appelé à aller sur la planète, c'est sûr qu'on va être appelé à faire des affaires avec la planète, donc la connaissance de l'anglais va nous être utile. Mais... Donc, il n'y a pas personne qui diabolise le fait. Ben, en même temps, il y a Alex qui vient de nous écrire, un auditeur. Il dit, ma blonde s'est fait dire qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment bien l'anglais pour travailler dans un CPE de Laval. Il dit, là, on parle d'un CPE à Laval, travailler avec des enfants, puis elle a pas eu la job parce qu'elle parlait pas suffisamment anglais. Il dit, on était sur le cul. Quand même, Jonathan, c'est débile. La directrice du CPE, là, la directrice du CPE, c'est sûrement une bonne Canadienne française, qui, elle a assez peur de se faire dire par un parent, oui, mais là, mon enfant, je suis pas en mesure de communiquer avec les éducatrices. Donc, elle a assez peur. Donc, c'est de la prévention. Le Canadien français, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la prévention des possibles problématiques. C'est qu'il dit, je veux pas avoir de trouble avec les parents, je veux pas avoir de trouble avec personne. C'est que si j'ai quelqu'un de bilingue, je suis sûr de pas avoir de trouble. C'est ça, quand je dis qu'il y a c'est les Canadiens français qui sont à la base du problème linguistique. Oui, mais en même temps, la travailleuse de CPE qui maîtrise suffisamment l'anglais pour faire en sorte que ces enfants-là qui partent de leur famille, qui s'en vont dans un centre de la petite enfance, soient pas complètement perdus, égarés, qu'on puisse communiquer avec eux en anglais, mais que le fait que la personne, justement, va bien maîtriser les deux langues va pouvoir amener l'enfant aussi à maîtriser le français puis à devenir quelqu'un qui va être bilingue, qui va être adapté dans notre société. Ben non, à la place, il faudrait dire, parfait, nos CPE sont uniquement francophones. Vous, la communauté anglophone, faites-vous vos garderies tout seul, là, puis on va s'assurer que vous allez continuer à évoluer dans un milieu scolaire anglophone, dans votre famille en anglais, à la garderie en anglais, puis le français, vous ne l'apprendrez pas. Monsieur Trudeau, on aurait la conversation, puis vous me diriez que les enfants, ce sont des vraies éponges. On aurait une autre conversation, vous diriez que les enfants, ce sont des vraies éponges, qui sont à mesure d'apprendre toutes sortes de langues en bas âge. C'est vrai. L'histoire que le pauvre enfant est traumatisé parce qu'il apprend un peu de français, tu sais, vous la faites à d'autres, celle-là. Première des choses. Sur la question... Oui, mais son parent... non, mais le parent qui va chercher son enfant à l'école, lui... Oui. L'enfant, il s'est fait mordre, là. L'enfant, il a un gros black eye, là. Sorry, don't speak English, toaster. Je peux pas vous dire ce qui est arrivé à votre enfant. Mais qu'est-ce qui arrive avec celui qui est afghan? Celui qui est afghan et qui parle pas français, qui parle pas anglais, ça veut dire que la directrice, l'éducatrice du CPE, faut qu'elle parle afghan. Puis celui qui parle pas, celui qui parle juste le farsi, il faut qu'il apprenne le farsi. Celui qui parle juste le cambodgien. Pourquoi celui qui parle l'anglais? Non, pourquoi celui qui a... Il y a deux langues au Canada. Il y a deux langues au Canada. Aux dernières nouvelles, M. Bouchard, on est encore au Canada. Mais le Québec, Jonathan, le Québec n'est pas des deux langues officielles. Le Québec n'est pas une province bilingue. Il y a une province bilingue dans le Canada, tu sais c'est quoi? C'est le Nouveau-Brunswick, tu le sais. On n'est pas une province bilingue au Québec. On est une province francophone. Non, je comprends, mais de là à me dire que si on dit qu'il faudrait que quelqu'un maîtrise l'anglais, il faudrait qu'il maîtrise donc, ça veut dire qu'il faut bilinguiser tous les postes, monsieur. Vous êtes en train de me dire. Mais est-ce qu'il faut bilinguiser tous les postes? Ça veut dire que d'un coup, il y a un anglophone qui s'en va vivre à Chicoutimi, puis que lui, il décide de ne pas apprendre le français, ça veut dire qu'il va falloir bilinguiser l'ensemble des postes dans les CPE à Chicoutimi. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. À Laval, ce qui est en train de se passer, c'est là qu'on voit, c'est qu'il y a une anglicisation à Laval. Puis là, comme il y a une anglicisation, à place de dire qu'il faut prendre des mesures pour arrêter l'anglicisation, ce qu'on dit, non, on ne prend pas de mesures pour arrêter l'anglicisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exiger encore plus de connaissances de l'anglais de la part des personnes qui vont venir travailler. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben là, le monde va se dire, si je veux avoir un emploi, OK, si je veux que mes enfants aient un emploi, c'est vous qui vont dire, ben moi, là,
je veux pas envoyer mes enfants à l'école en français parce que je veux pas qu'il y ait autant de misère que moi. C'est ça qui va se passer chez Monsieur Bouchard, il y a aussi la réalité du milieu du travail. Là, il y a un auditeur qui dit, il nous a écrit, « Je suis boucher. Quand j'ai suivi mon cours de boucherie à l'école hôtelière de Québec... » Je l'ai lu tantôt, Richard. OK. Non, excuse-moi, on est un vieux couple. J'ai le mauvais message. Non, j'ai le mauvais message. C'est pas celui-là pas en tout que je voulais lire. En tout cas, c'est pas celui-là du tout que je voulais lire, mais il y a quelqu'un qui nous a écrit aussi, mais c'est genre d'affaires comme ça, il a besoin d'apprendre l'anglais pour son milieu de travail. Il dit, moi, je suis francophone, mais j'ai besoin d'apprendre l'anglais. Puis il y en a beaucoup qui nous écrivent comme ça, là. En même temps, c'est une réalité aussi. On vit en Amérique du Nord. C'est quoi cette affaire-là? Si le monde, il l'apprenne l'anglais puis que ça soit pas si grave que ça. Je veux dire, je comprends pas pourquoi le monde dit j'ai besoin de l'apprendre. Si t'as besoin de l'apprendre, apprends-le, c'est fini là. Puis tu l'utiliseras quand tu en auras besoin. Ben non, mais c'est parce que dans le journal ce matin, la crise, c'est que le pourcentage de gens qui œuvrent principalement français a légèrement chuté de 82 à 79,7% au cours des 10 dernières années, tout comme les travailleurs unilingues anglophones, soit dit en passant, qui sont passés de 12,4 à 12%. C'est ça, là. On parle d'un recul que le bilinguisme est en train d'envahir le marché du travail. Richard, en début, disait, il y a rien ne va plus. C'est là que je trouve qu'on va trop loin. Est-ce qu'il faut se soucier du français, s'assurer qu'on l'enseigne bien, que par exemple la ministre de l'enseignement supérieur elle-même ne dise pas, vous savez, moi des fois j'écris d'une telle façon, d'autres fois j'écris d'une telle façon. Non, qu'on s'assure de bien enseigner le français, qu'on vienne pas charcuter la langue française en disant on devrait enlever ça, les mots patrimoine, puis tatata. Non, elle est déjà assez complexe comme ça. On peut-tu bien l'enseigner, bien l'apprendre, s'assurer que nos immigrants maîtrisent le français sans dire que c'est la fin du monde parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus bilingues au travail, là. Bon, on revenir sur les statistiques. Les statistiques au global, là, le nombre de personnes qui utilisaient principalement le français puis qui sont passées, mettons, au bilingue, on va l'appeler de même, puis le nombre de personnes qui utilisaient principalement l'anglais puis qui sont passées au bilingue, ça en fait le différentiel entre le nombre de personnes qui sont passées du français au bilingue et le nombre de personnes qui sont passées de l'anglais au bilingue, ben, tu as moins 77 000 travailleurs qui utilisent principalement le français. Donc, si on y va juste par les pourcentages, c'est le fun, les anglophones, ils utilisent plus le français. Puis il y a des francophones qui utilisent plus l'anglais, ben c'est égal parce que des deux bords, ça bouge. Mais quand on regarde le différentiel au niveau des chiffres absolus, c'est moins 77 000 personnes. C'est pas banal en 10 ans. C'est surtout concentré à Montréal. Vous, je le sais, à Québec, il y a moins de problématiques. Mais à Montréal, c'est tellement grave que ça s'étend à Laval. Et c'est pour ça qu'on voit l'exemple de la personne qui travaille dans le CPE, qu'on exige la connaissance de l'anglais. Merci beaucoup, M. Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français. Tout le temps le fun de débattre avec vous. Merci. Merci, au revoir. Merci, bon. Alors, écoute, le message, je voulais lire, mais c'est une secrétaire en Beauce. Elle dit qu'elle était pendant 4 mois, elle a cherché du travail et chaque fois qu'elle passait une entrevue, il fallait qu'elle parle anglais. Elle dit en Beauce. Elle était secrétaire. Elle dit, effectivement, malheureusement, mon anglais est plus ou moins bien. Elle n'a pas pu se trouver une job. Ben, écoute, c'est qui ça? C'est Speak White, on va partir en pause. Vous écoutez Martineau, Trudeau à Radio X. Speak White! Capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société. Un peu plus fort, alors, speak white. Haussez vos... Martineau, Trudeau, Radio X.